Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche dans le cadre de votre émission. Un homme, un concept, un homme avec grand H. Bien entendu, ce soir, on va essayer de passer en revue l'actualité ici en République démocratique du Congo, dominée encore et toujours, ça fait comme ça fait plusieurs mois que cette actualité reste dominée par le dialogue, mais également par le processus électoral ici en République démocratique du Congo. Pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau l'une de rares femmes qui se prête à cet exercice d'analyser, il faut qu'on se le dise. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment de temps en temps faire analyser l'actualité politique ici au pays, mais elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être toujours disponible et disposée à nous accorder, à nous donner son expertise par rapport à tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, en tout cas sur le plan politique. Madame, Messieurs, retrouvez avec moi Marie-Ange Mouchobeko Alikoulia. Merci. Merci, Élisée. Alors, présidente nationale du mouvement pour la cohésion nationale, pas besoin de vous dire que c'est une ancienne journaliste. Là, on vous reçoit en tant que présidente d'un parti politique, comme il n'y en a pas beaucoup, dirigé par les femmes, ici en République démocratique du Congo. Comment se porte votre parti? Mon parti se porte bien. Il se porte comme comme tous les jeunes partis. J'essaye d'implanter le parti à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Le parti a aligné 10 listes aux élections provinciales et voilà, nous avons l'ambition de nous présenter, de présenter des candidats à tous les échelons. Alors en RDC, il y a, on peut dire, deux tendances ou plusieurs tendances. On a la plateforme présidentielle regroupée autour de l'AMP, mais on a différentes tendances au sein de l'opposition. Opposition républicaine, opposition nationaliste, opposition citoyenne, opposition responsable, la dynamique des actions de l'opposition. Vous pensez qu'il y en a, c'est une série. On vous situe où, le parti? Où est-ce qu'on peut vous situer? Le mouvement pour la cohésion nationale que je dirige est en effet un parti politique de l'opposition. De l'opposition qui soutient le dialogue. Je ne m'identifie pas dans toutes ces oppositions, entre guillemets, et toutes ces plateformes de l'opposition dont vous êtes en train de parler, mais je fais partie de ceux qui soutiennent le dialogue politique pour sortir le pays de la crise. Je défends les valeurs républicaines, je défends l'unité nationale, je défends l'intégrité territoriale, je défends la tolérance et la coexistence pacifique, je défends la démocratie et la bonne gouvernance. Puisqu'on est dans le dialogue, restons-y. Pour ou contre? Vous avez dit vous êtes pour le dialogue, mais un dialogue, pourquoi faire, puisqu'on a une constitution qui réglemente tout ici en République démocratique du Congo à une année des élections? Est-ce que le pays a besoin d'un dialogue? Je pense, il y a quelques mois, il y a 5 ou 6 mois, je suis passée sur le même plateau. J'avais dit que le MCN soutenait le dialogue. Le dialogue, pourquoi? Parce que il faut se parler. C'est pas parce que la Constitution régit tout que les acteurs politiques ne devraient pas se parler, ne devraient pas discuter sur les questions majeures qui concernent la République démocratique du Congo. Le dialogue parce que la CENI nous a présenté un calendrier irréaliste et qu'on ne peut pas appliquer dans le délai. Le dialogue parce qu'il y a des divergences sur la priorité d'organiser les élections. Il y a une tendance qui soutient qu'il faille commencer par l'élection présidentielle et les législatives. Il y a une autre tendance qui soutient qu'il faudrait commencer par les municipales, locales, et une autre tendance qui soutient qu'il faudrait commencer par les élections provinciales et sénatoriales. Donc à partir du moment où il y a des germes de conflit, je pense qu'il est important que nous puissions discuter. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Là, vous ne voyez pas qu'on est en train de faire un bond ou plusieurs bonds en arrière. Il y a des structures, il y a des institutions habilitées pour mener cela. Pourquoi ne l'avoir pas fait
avant pour essayer d'éviter cela? Justement, ces institutions qui ont proposé ce calendrier, c'est la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, c'est l'Assemblée nationale qui a entériné ce calendrier électoral, c'est le gouvernement qui l'a soutenu, et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ce calendrier n'est pas réaliste. Même certains partis de la majorité soutiennent qu'on ne peut pas appliquer ce calendrier que la CENI a publié. À partir du moment où il y a divergence de vues et que c'est en train de créer des tensions dans le pays, qui a souffert de la guerre depuis près de 20 ans, je pense qu'il faudrait anticiper, éviter le pire, éviter le chaos, éviter le bain de sang en République démocratique du Congo en allant au dialogue. On va parler, hein, on essaiera d'avoir votre avis par rapport au contenu même de ces dialogues, mais il se pose un problème de timing. Madame, on a eu organisé les élections en 2006, il n'y a pas eu dialogue. Élections 2011, pas eu dialogue. Maintenant qu'on est à la fin du mandat de l'actuel président de la République, on dit tiens, dialogue, et il faut dire que le timing ne s'y prête pas vraiment. Je vous rappellerai qu'en 2006, il y a eu dialogue. Il y a eu dialogue intercongolais à Sun City qui a préparé les élections de 2006. Il y a eu dialogue. Les élections devraient se tenir en 2005 et on n'a pas pu les tenir à temps. Et les acteurs politiques qui dirigeaient la transition ont dû dialoguer, trouver un consensus et fixer une date à laquelle on devrait organiser les élections. Et c'était fixé pour 2006. Donc il y avait eu dialogue. Mais et puis après on a évolué parce qu'en 2011, je n'ai pas fini. De 2006 à 2011, il n'y avait pas de problème de calendrier. Le gouvernement central avait dit qu'il disposait des moyens financiers pour organiser les élections dans le délai, et c'est ce qui avait été fait. Mais rappelez-vous que ces élections ont été mal organisées. Nous les avons tous décriées. Le président de la République lui-même avait reconnu que les élections de 2011 avaient été mal organisées. Et à partir du moment où l'organisation avait été mal faite, c'est que ça aboutit à la contestation des résultats. Les résultats des législatives, les résultats de la présidentielle. À partir de ce moment-là, il y a eu des fortes tensions. Et c'est ce qui a brisé la cohésion nationale. Mais il aurait pu rebondir à l'instant, parce qu'on se rappelle, madame, il y a eu des voix qui se sont levées pour demander un dialogue, pour demander un consensus. Pourquoi maintenant? On a sanctionné le bureau de la CENI de Ngoyemo Lunda qui est tombé. On a mis en place notre bureau de la CENI. On a organisé les concertations nationales dans l'espoir justement d'amener tout le monde à discuter afin de trouver un consensus et qu'on arrive à une cohésion nationale. Mais malheureusement, toutes les résolutions qui ont été prises aux concertations nationales, ce n'était pas soutenu par la majorité de l'opposition et même beaucoup de partis de la majorité. Et puis, le gouvernement issu des concertations nationales a été mis en place en retard. Et du coup, ça a eu des répercussions sur l'application des résolutions des concertations nationales. Ceci dit que les concertations nationales n'ont finalement pas abouti à une cohésion nationale qu'on souhaitait tous. Et on a constaté cet échec. Ça ne coûte rien de tenter de nouveau, de rassembler tout le monde pour préserver la paix dans notre pays. Il n'y aura jamais un dialogue de trop. Même dans une famille, lorsqu'il y a des conflits, il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais je pense que par le dialogue, on arrive toujours à sauver l'essentiel. Vous avez parlé du dialogue et d'après vous, on vous entend parler, seul le processus électoral ou les élections devront être
constituer le seul contenu, le seul sujet lors de ce dialogue, mais d'aucuns ne l'entendent pas de cette oreille. D'autres l'ont affirmé haut et fort que ce dialogue, c'est pour accorder un troisième mandat, si ce n'est un nouveau mandat à l'actuel président. C'est quand même assez embarrassant pour les gens qui tiennent au respect du délai constitutionnel. Je souligne que nous tenons tous au respect de la Constitution. Nous tenons tous au respect des normes démocratiques établies dans notre pays. Nous tenons tous à ce que le cycle électoral soit respecté. C'est l'idéal. Mais nous avons en face de nous un calendrier que nous ne pouvons pas appliquer. C'est un fait, tout le monde le reconnaît. Quel que soit ce que toutes les tendances de l'opposition disent, mais le dénominateur commun, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le calendrier de la CENI. Je parle par exemple de la déclaration faite dernièrement par la dynamique de l'opposition, oui, qui exige par exemple l'enrôlement des nouveaux majeurs, que nous soutenons aussi, qui exige qu'on puisse refaire tout le fichier électoral. Ça veut dire qu'il faut faire le recensement. C'est le terme qu'on n'utilise pas. On exige maintenant qu'il y ait des nouvelles cartes d'électeurs sécurisées. Ça veut dire qu'il faut des cartes d'électeurs biométriques. Il n'y a que la biométrie qui peut sécuriser les cartes d'électeurs aujourd'hui. Dites-moi, avec la grandeur de notre pays, avec les réalités auxquelles nous faisons face, les voies de communication qui ne sont pas en bon état, par quelle magie on va arriver à recenser les 70 millions Congolais estimés aujourd'hui? Madame, on a eu à le faire en 2005. Je n'ai pas fini. En 2011, c'est possible. Je vais perdre le fil d'idée. Par quelle magie on va arriver à recenser autant de Congolais en une année? Par quelle magie on va installer les kits, s'il faut des cartes biométriques, les installer dans tous les territoires de la République démocratique du Congo? Je pense qu'il faut aller au dialogue et je soutiens qu'il faut aller au dialogue. Et puis il faut réparer, il faut que tout le monde reconnaisse que les élections de 2011 ont été mal organisées, que les résultats, que l'Assemblée nationale ne reflète pas la volonté du peuple congolais. 80% des députés qui siègent à l'Assemblée nationale ont été nommés. Aujourd'hui, les assemblées provinciales sont hors mandat, sont illégitimes. Les gouverneurs n'ont pas été élus, sont illégitimes. Les sénateurs sont hors mandat, donc il faut aller au dialogue. On est dans un pays d'illégitimité, d'illégalité, et ça nous fait quand même peur. On se dit, mais comment faire pour rentrer dans la légalité sans pour autant glisser encore une fois de plus dans l'illégalité? Là, je fais allusion à la présidentielle qui doit impérativement intervenir en 2016. Mais il n'y a pas que la présidentielle, madame. Je suis d'accord que le président de la République va arriver au terme de son mandat en 2016. Parce que la constitution en vigueur en République démocratique du Congo dit clairement que le président de la République est élu une fois et ne peut renouveler son mandat qu'une seule fois. Là, on est d'accord. Et qu'on ne peut pas toucher aux articles intangibles. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, la Constitution dit également que toutes les chambres du Parlement doivent être renouvelées tous les 5 ans. Les assemblées provinciales de même, les gouverneurs de même. Alors dites-moi, est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo, qui est la loi fondamentale, est-elle sélective? Elle ne peut pas être sélective. Elle ne peut pas s'appliquer qu'à la présidentielle. Elle doit s'appliquer à tous les niveaux. Et tous les Congolais doivent respecter la Constitution. Nous devons organiser les élections provinciales parce que les députés, je le répète, provinciales sont illégitimes, les gouverneurs sont illégitimes
et les sénateurs sont illégitimes. La Constitution ne peut pas être sélective, elle s'applique à tous les Congolais parce qu'on est tous au même pied d'égalité devant la loi. Madame, il faut me rappeler si je me trompe, mais c'est par rapport à la présidentielle que la Constitution parle de convoquer le corps électoral 3 mois avant. Avec l'article, je crois, 174, c'est la seule élection où il y a un timing bien déterminé. Justement, c'était fait à tort. Parce que si on ne se concentre que sur la présidentielle, et ces gouverneurs qui sont devenus des mini-présidents dans nos provinces, qui se comportent comme si ils dirigeaient leur propriété privée alors qu'ils n'ont plus de mandat. Dites-moi, est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que c'est juste? Il y a des assemblées provinciales qui ont voté qui ont décidé de limoger certains gouverneurs et qui sont toujours en poste, en fonction. Donc on va à l'encontre de la volonté du peuple congolais. Ce n'est pas non plus constitutionnel et ce n'est pas juste. Les élections doivent se tenir à tous les niveaux. Le peuple congolais a le droit de choisir ses représentants à tous les niveaux. Peu importe s'il arrive qu'une autre institution puisse, je vais utiliser le terme, glisser ou aller encore hors mandat, il faut que toutes les élections se tiennent. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi les uns, je ne soutiens pas le glissement, mais je reste rationnel. Pourquoi la Constitution s'appliquerait aux uns et non aux autres, alors que nous sommes tous Congolais devant la loi? Est-ce que vous avez demandé au peuple congolais s'il est content de ces députés provinciaux qui élisent les gouverneurs que le peuple n'a pas choisis? Vous allez dans certaines provinces où les élections provinciales avaient été remportées par l'opposition et vous vous retrouvez avec un gouverneur de la majorité. Ça ne reflète pas la volonté du peuple à la base. Ça, c'est un deal hein, entre politiciens, ils savent comment ils non, on reste rationnel. Si on doit appliquer la Constitution, elle s'applique à tout le monde. D'ailleurs, nous, au Mouvement pour la cohésion nationale, nous soutenons qu'il faille revenir à la Constitution votée au référendum en 2005 par le peuple congolais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous devons revenir aux 2 tours à la présidentielle. C'est cette Constitution-là qui a été votée par le peuple congolais en 2005. Nous avons choisi 2 tours à la présidentielle. Et c'est cette même constitution qui a mandaté et qui a donné également le cutus aux députés de réviser la constitution. En votant cette constitution, il y avait cette façon-là. On peut réviser la constitution si le Parlement le décide également. Mais justement, mais c'est une proposition que nous allons faire parce que nous avons constaté qu'un seul tour a brisé la cohésion nationale. Parce que ce n'est pas normal. Supposons que dans les années à venir, le prochain président de la République soit élu par 20% des Congolais. Est-ce que c'est normal dans un pays post-conflit comme le nôtre? Je dis non. Changer peut-être le mode de scrutin indirect, comme ça se passe en Afrique du Sud, ça leur réussit plutôt bien quand même. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Vous avez dit, on n'a pas les mêmes réalités. L'Afrique du Sud a connu l'apartheid jusqu'à la fin au début des années 90, fin des années 80. Et nous n'avons pas connu l'apartheid. Nous sommes indépendants depuis 1960. Ça fait 55 ans aujourd'hui. Notre pays a connu les premières élections démocratiques et libres en 2006. Et notre pays a connu plusieurs guerres et continue toujours à être menacé par des groupes armés. Donc je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui on propose que le président de la République soit élu au suffrage universel indirect. Ce n'est pas possible. Il doit être élu au suffrage universel direct. C'est le souverain primaire, le peuple congolais, qui doit élire directement celui qui va diriger le pays. Madame, et pourtant vous venez tout à l'heure de parler de certaines contraintes, notamment l'immensité de ce grand Congo. Peut-être ce sera un moyen pour essayer d'avoir des élections à temps et bien fait. Si on arrive à bien élire par exemple les députés nationaux, c'est certainement qu'on aura un bon président à la fin. Moi je pense franchement qu'avec si
on organise les élections dans ces conditions, sans avoir enrôlé les nouveaux majeurs, sans avoir refait complètement le fichier électoral, c'est-à-dire éliminer les morts, les doublons, les fictifs, si on organise les élections sans sans être sûr que les élections seront sécurisées, sans être sûr que tout le monde va accepter les résultats issus des urnes, nous irons droit au mur. Nous allons aboutir encore à une guerre et nous n'en avons plus besoin. Et si nous organisons les élections dans ces conditions, sans remplir toutes les conditions dont je viens de parler, là franchement, je dis à toute l'opposition à laquelle j'appartiens que nous sommes en train de préparer la victoire de la majorité. Parce que les morts vont voter, parce que les doublons vont voter, parce que les fictifs vont voter, et parce que la machine électorale n'est pas contrôlée et la majorité va déclarer qu'elle a gagné ces élections. On va aboutir à des contestations qui vont nous amener à un cycle de violence et peut-être encore à la guerre. Est-ce que nous en avons besoin aujourd'hui? Madame Mouchobekwa, le contraire aussi, est aussi possible. Hein. Si on n'arrive pas à organiser certaines élections avant le délai, on risque d'aboutir au même résultat que si on organise des élections en tenant compte de différents processus auxquels on doit aboutir. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Mais je dis justement pour éviter tout ce que vous êtes en train de dire, c'est d'aller au dialogue. À quoi ça sert? Ça servirait de dépenser des centaines et des millions de dollars pour organiser des élections qui seront contestées, qui vont nous mener à une guerre, et alors que cet argent, on aurait pu l'investir dans autre chose. Madame, dites-le clairement, vous êtes pour le glissement. Parce qu'avec le temps qui nous reste organisé, toutes ces contraintes, l'enrôlement des majeurs, l'enrôlement, la fiabilisation du fichier électoral, le dialogue, sans parler de tout ça, madame, on va aller hors de l'air. Dites-lui carrément que, ouais, faites comme un peu le ministre de Relations avec le Parlement, accorder un troisième mandat, un nouveau mandat à Kabila. Dites-le qu'on doit glisser pour mieux faire les choses. Ben, écoutez, je refuse de me comparer au ministre chargé des parlements. Il a parlé pour le compte de la majorité à laquelle il appartient. Il a parlé pour le compte de son parti et les propos qu'il a tenus n'engagent que lui. Je le respecte beaucoup. Il fut mon professeur à l'ISTI et parmi les meilleurs des professeurs. Donc, en tant que professeur, je refuse d'entrer dans ce polémique. Hein, pardon. Je refuse d'entrer dans une polémique qui ne servira à rien. J'appartiens à l'opposition, donc je vous donne les points de vue de mon parti qui appartient à l'opposition. Lorsque l'opposition propose qu'on tienne compte des nouveaux majeurs et qu'il faille les enregistrer, lorsque l'opposition, toutes les tendances, reconnaissent que le fichier électoral n'est pas fiable. Lorsque l'opposition exige des nouvelles cartes électorales sécurisées, ça veut dire des cartes biométriques, il faut lancer un appel d'offres que les sociétés qui voudraient nous offrir ces cartes d'électeurs biométriques sécurisées soient retenues, s'implantent à travers toute la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élections ne se tiendront pas dans le délai. Mais je n'ai pas dit que si les élections ne se tiennent pas dans le délai, qu'il faille changer la Constitution pour accorder un troisième mandat au président de la République.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais parler autour d'une table, peut-être essayer de voir comment on peut avoir une transition, comme le propose un autre politicien, Nemwanda Nsemi, qui pense qu'on a besoin d'une transition pour mieux faire les choses. Je ne répondrai pas à Mwanda Nsemi. Juste à ses propos. Je ne répondrai pas au professeur Kinké, mais aux idées, peut-être pas aux Ce personnes. que je suis en train de dire, c'est que le dialogue décidera d'où on devra aller. Ça devra être décidé par consensus, que la majorité accepte ce que nous allons décider au dialogue, que l'opposition accepte et que la société civile accepte. Je pense que le pays n'a plus besoin de guerre. Le pays n'a plus besoin d'entrer dans un cycle de violence qui va hypothéquer l'avenir de nos enfants. Nous, je dirais, à la limite, notre génération est plus ou moins sacrifiée. C'est la génération qui a connu toutes les guerres, mais qu'on donne une chance à nos enfants et à nos petits-enfants, qu'on lègue à nos enfants un pays en paix, un pays prospère, un pays où les Congolais peuvent cohabiter pacifiquement, dans le respect des normes démocratiques, dans le respect de la démocratie. C'est seulement dans cette mesure-là qu'on peut penser au développement. Parce que s'il y a la guerre, on nous dira encore que tout l'argent va financer la guerre, va financer la sécurité du pays, va défendre l'intégrité territoriale de notre pays. N'oubliez pas que dans les pays limitrophes, les pays de la sous-région des Grands Lacs sont aussi en turbulence. C'est ce que je voulais dire. Et une petite étincelle en République démocratique du Congo pourrait embraser toute la sous-région. Madame, vous venez de le dire, les pays de la sous-région en pleine ébullition. On voit au Rwanda, on va carrément changer de constitution. Au Congo-Brazzaville, ça risque d'être pareil, sur fond du dialogue qui vient de se tenir. Au Burundi, on a vu comment ça se passe actuellement. Ici à Kinshasa, on se prépare pour les dialogues. On se dit, mais après 15 ans passés comme ça, la démocratie, elle a du mal à décoller dans nos pays. Comme l'a dit un peu, comme essayer de l'analyser le président américain, il y a un sérieux problème des démocraties ici dans des pays africains, surtout au niveau de la sous-région. Bon, d'abord, nos pays africains ont été colonisés. Je pense que la colonisation nous a volé non seulement nos richesses, la colonisation nous a volé notre dignité, la colonisation nous a volé aussi le progrès. Les États-Unis ainsi que les pays européens ont connu la démocratie. Certains pays européens ont connu, je parle de l'Europe occidentale, ont connu la démocratie bien avant. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes la fameuse excuse. Hein? C'est pas une excuse. Je n'ai jamais géré le pays pour chercher à m'excuser, pour chercher à me justifier. Je n'ai jamais touché aux affaires de l'État. En tant qu'Africain, on aime bien se dire, oui, on est en phase d'apprentissage. Mais c'est pendant qu'il faut reconnaître qu'on fait mal les choses, peut-être. C'est ça la réalité. En apprenant, peut-être parfois on fait mal les choses, parfois on fait bien. Mais avec le temps, je pense qu'on va arriver à consolider la démocratie. Même un enfant, lorsqu'il marche à quatre pattes, après il se lève, il apprend à marcher, parfois il trébuche, il tombe, il se relève, il marche jusqu'à ce que ses pieds, ses jambes vont bien tenir et il arrivera à bien marcher. Je voudrais souligner quelque chose qui m'a frappé lors du passage du président Obama en Afrique. C'est vrai, il a parlé de la démocratie, mais il a parlé aussi du mariage homosexuel. Et je suis choquée que la classe politique congolaise et africaine, mais j'aimerais parler plus de la République démocratique du Congo, n'ait pas parlé de ce problème dont Obama a parlé, le mariage homosexuel. Moi, en tant que chef de parti politique, je dis non, non, nous disons non, il n'y aura pas de mariage homosexuel chez nous. En tout cas, mon parti dira non. Nous dirons non. Il n'y a pas le feu encore ici. Non, non, il n'y a pas le feu. Non, non, mais on sent les choses venir. J'ai le droit de donner mon point de vue.
Je vois les choses venir. L'Ouganda a voté une loi contre le mariage homosexuel. Les États-Unis ont menacé l'Ouganda de lui retirer l'aide américaine. Ça veut dire qu'on veut imposer à l'Afrique le mariage homosexuel. L'Occident demande à tous les Africains qui immigrent en Europe et aux États-Unis de respecter les valeurs de leur pays, leur mode de vie. Nous disons que nous aussi, que l'Occident respecte notre mode de vie. Mouchobeko Alikoulia, merci d'avoir été de notre ce soir. Très rapidement, votre mot de la fin par rapport à cette émission. Mon mot de la fin, merci Élisée de m'avoir invité pour la deuxième fois sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette émission. Ce que je veux dire, c'est que le mouvement pour la cohésion nationale que je dirige, parti politique de l'opposition, soutient le dialogue. Je veux dire au peuple congolais de ne pas avoir peur, de dialoguer. Il ne faut pas que des personnes mal intentionnées utilisent les peurs des peuples congolais, utilisent la misère pour les manipuler. Le dialogue, justement, va éviter le chaos à notre pays. Pour moi, qui suis originaire d'une province qui a connu la guerre, le Sud Kivu, je sais ce que c'est la guerre. Je sais ce que c'est de perdre les membres de famille pendant la guerre. Je sais ce que c'est de dormir avec la peur au ventre lorsqu'il y a la guerre dans les provinces où vous avez de la famille et que vous avez peur de répondre au téléphone très tôt matin. Vous avez peur de répondre au téléphone à minuit parce que vous avez peur qu'on vous dise que tel est mort. Et la guerre ne va nous emmener à rien. Le pillage va mettre notre pays par terre. Si aujourd'hui nous connaissons le taux de chômage parmi les plus élevés d'Afrique, c'est parce que justement il y a eu pillage, c'est parce qu'il y a eu la guerre et la seule manière d'éviter, c'est le dialogue. Le dialogue ne veut pas dire nécessairement qu'on va donner un troisième mandat au président de la République. Le dialogue aussi va régler les problèmes de la CENI, du processus électoral et pourrait donner une chance à l'opposition d'accéder au pouvoir et de changer les choses. Merci. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous l'une des rares femmes présidente d'un parti politique. On est quand même à 47. 45 sur 475. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais merci quand même de vous battre. Et on espère qu'on a besoin également des femmes qui peuvent analyser l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, c'est un plaisir pour moi que de vous présenter cette émission. Surtout, on continue le débat sur notre page Facebook ou par les billets des SMS, par vos appels. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. On se dit au revoir et à dimanche prochain.